Bonsoir et bienvenue sur cet épisode du podcast 1001 ambitions. Le podcast qui met en lumière les 1001 projets qui naissent chaque jour autour de nous et qui méritent chacun leur petit coup de pouce. Je m'appelle Maëlle et je serai votre hôte, étudiante en communication et constamment à la recherche de nouveaux projets à mettre en avant. Je vais aujourd'hui vous présenter l'un d'eux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire pour lui donner à lui aussi son petit coup de pouce. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Donc aujourd'hui, j'accueille Rosanne, qui est photographe sur Saint-Malo. Salut. Hello. Donc j'ai découvert Rosanne grâce à Aline et Maëva de Dune Atelier, que j'ai reçue pour le premier épisode de ce podcast. Elle réalise des photos que l'on peut notamment admirer sur le site internet de Dune Atelier, et je suis tombée sous le charme de son travail. C'est pour moi des photos pleines de douceur et un sens du détail incontestable, et c'est pour ça que je lui ai proposé qu'on discute ensemble aujourd'hui. Donc pour le moment, j'aimerais vous faire découvrir un peu plus qui est Rosanne. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent ? Avec plaisir. Déjà, merci pour cette intro de qualité. Je suis hyper touchée. Ah ben c'est normal, et ça vient du cœur. Du coup, moi, c'est Rosanne. J'ai 25 ans. Je viens de Saint-Malo. Je suis née à Paris. Mais ça, en Bretagne, il ne faut pas le dire trop fort. Je suis arrivée en Bretagne il y a 3 ans, donc j'y ai grandi. Et je me considère comme bretonne d'adoption. Je tiens à le dire. Le sujet touchy, ça y est, ça commence. Exactement. Et voilà, j'ai grandi en Bretagne. C'est là-bas que j'ai fait mes études. À Rennes, et j'ai habité à Paris quelques années, et là ça fait 1 an que je suis revenue. D'accord. Et que je me lance. Ok. Donc t'as fait quoi comme études ? Et j'étais à Rennes, j'ai commencé par un bac art plastique à Saint-Malo. Je le mentionne parce qu'en fait c'est là que j'ai commencé vraiment à être à fond dans la création et l'art, quoi. Ouais. Donc voilà. Et puis après à Rennes, j'ai enchaîné avec une licence de cinéma. Donc j'étais en art du spectacle cinéma. Et finalement après ça, je me suis dit que la vidéo c'était bien, mais que je préférais une image qui ne bouge pas finalement. Et du coup, je me suis rabattue sur la photo. Je me suis vraiment dit que c'était ça que je voulais faire. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et je prenais aussi des cours de photo aux Beaux-Arts de Paris, de Rennes. De Rennes, ok. En même temps que ma licence. Trop bien. Ouais. Donc t'as touché à plein de choses. Ouais, en fait, ouais. Ah mais c'est bien, ça t'a permis de voir un peu ce que tu voulais faire. Ah c'est cool. Et du coup aujourd'hui, est-ce que c'est ton activité professionnelle ou... Alors oui. En fait, ça l'est. J'ai gardé un boulot à côté. D'accord. Pour pouvoir avoir des revenus fixes, pour payer mon loyer, les courses, etc. Machin. Comme ça, je sais que j'ai pas ce stress. J'ai pas eu ce stress de me lancer d'un coup et de me dire j'abandonne tout, je quitte mon boulot et je me lance à 1000% parce que de pas avoir de revenus fixes, de pas avoir la certitude. En plus, vu que ça fait pas longtemps qu'on est revenu sur place en Bretagne, j'ai pas encore eu le temps de me faire ma clientèle et tout, donc j'ai gardé ce boulot-là. Mais voilà, du coup, j'ai qu'un petit temps horaire de travail, ce qui me laisse énormément de temps pour faire des photos à côté. Donc ça me permet ça se compense, ça se complète bien. Et ça me laisse beaucoup de temps pour développer du coup mon projet photo. Donc c'est cool. Et du coup, t'as fait une formation en photo, c'est ça ? En fait, la seule formation que j'ai vraiment en photo, du coup, c'est les cours de photo que j'ai pris aux Beaux-Arts. Mais sinon, ma formation, elle est vraiment dans le cinéma. Donc, mais ça m'a quand même formée à l'image. Parce que quand on faisait, par exemple, des tournages, moi, j'étais toujours à la caméra. Donc, j'ai toujours été dans l'image, que ce soit ça te change pas trop. Vidéo ou photo. Donc, en fait, ça a été quand même vachement formateur. Et puis, finalement, les tournages et les shootings photos, ça se ressemble pas mal. Donc, en fait, j'ai appris plein de choses et ça m'a quand même grave servi. Et pour tout ce qui est retouche derrière, etc., t'as fait des formations ou c'est autodidacte Autodidacte en majorité. Mais aux Beaux-Arts, j'ai appris pas mal. En fait, c'est là que j'ai appris on va dire, les rudiments de Photoshop et Lightroom. C'était aux Beaux-Arts. Ok. Et donc, du coup, depuis combien de temps tu fais de la photo ? J'en ai aucune idée. Ah oui, carrément. En fait, j'ai l'impression d'en avoir toujours fait. Il n'y a pas eu un matin où je me suis réveillée et je me suis dit, allez, je me lance dans la photo, quoi. Genre, j'ai eu mon premier appareil photo à mon anniversaire de, je sais pas, mes 12 ans.
Et après, ça s'est jamais arrêté. Mais il n'y a pas un beau jour où je me suis levée et j'ai commencé la photo, quoi. Ça a toujours été là, en fait. C'est rigolo, du coup, que tu te sois dit que tu allais partir en audiovisuel plus qu'en photo. Oui, bah en fait, je pense qu'à l'époque, en sortant tout juste du bac à 18 ans, je l'ai envisagé. Je me suis dit, est-ce que je pars faire des études vraiment de photo ? Et en fait, à l'époque, j'ai vu qu'il fallait aller loin, en fait. Si je voulais aller en photo, si je voulais faire... je crois que tu peux faire des BTS de photo, enfin, il y a plein de trucs qui sont possibles, mais il fallait aller loin. Et à 18 ans, la petite Rosanne n'était pas prête pour partir de la Bretagne pour aller autre part et tout. Et puis, ben voilà, j'étais pas trop sûre de moi à l'époque, donc... En fait, ça m'intéressait vachement aussi le cinéma, donc du coup, j'étais quand même super contente d'y aller. Oui. Je regrette pas du tout ce choix, tu vois, c'était trop bien, mais... C'était le bon moyen de garder un pied pas trop loin et puis de faire en même temps quelque chose qui te plaît. Ouais, c'est ça. Quel type de photo est-ce que tu fais aujourd'hui ? Du portrait. Ouais. Principalement. D'accord. Même en majorité, oui, grande majorité du portrait. Après, je suis pas fermée à m'ouvrir, on va dire, mais bon, c'est mon truc principal. Oui, c'est ça. Et je fais du portrait. Alors, j'ai de temps en temps des séances plutôt familiales avec des enfants, des parents, des frères et sœurs, des cousins, pourquoi pas. J'ai aussi des couples, j'ai aussi voilà, tout ce genre de photos un peu de famille, couple, relations, etc. Et puis après, j'aime bien aussi faire du portrait un peu artistique, tu vois, pour... des gens qui veulent avoir des photos, par exemple, des belles photos d'eux. Ça peut être juste pour remplir ton profil Tinder, ou alors ça peut être carrément un super projet. J'ai envie d'avoir des photos de moi à poil dans la mer. Ouais. Voilà quoi, je suis ouverte à trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Ouais, voilà, à tout ce genre de projet. J'ai essayé de me diversifier un peu là-dedans. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait des photos dans des fêtes foraines avec des lumières spécifiques. J'ai construit des studios chez moi avec des lumières bricolées moi-même, des lumières bleues, des trucs. Donc voilà. Et est-ce que tu fais un peu, parce qu'on a parlé beaucoup de personnes, tu fais un petit peu d'objets, vêtements, événements ou pas du tout? T'es plus centrée sur les personnes? Ouais, vraiment. Ouais. Après, j'ai fait du vêtement. Avec d'une atelier que tu connais. Oui, bah oui. Que les auditeurs connaissent. Et du coup, ça m'a ouvert justement ce shooting-là à plus de possibilités. Je me suis aperçue que la photo plus de mode, qui m'a en fait toujours intéressée, bah, finalement, c'était super. Et même s'il n'y avait pas ce côté, du coup... il n'y a pas le côté familial où tu sais les poses un peu plus naturelles et tout, mais en fait c'est carrément autre chose, mais c'est tout aussi bien, c'est un univers différent. Tu peux construire un univers complet autour des vêtements, etc. Et t'es là pour mettre en valeur des vêtements et une image de marque plutôt qu'une personne. C'est un autre boulot, mais c'est super aussi. Ouais, ça doit être super différent du coup. Ouais, carrément. Comment tu prépares un shooting ? Alors, ça dépend lesquels. J'ai l'impression que je fais tout... que chaque shooting a une préparation qui lui est propre. J'ai l'impression que j'ai quand même une ligne que je suis pour chaque shooting, pour chaque boulot. Mais à la fois, j'ai l'impression que tout est vraiment personnalisé et que je fais en fonction à chaque fois du projet. Mais si on part par exemple sur une séance type, quelqu'un qui vient me voir et qui me demande d'avoir des belles photos d'elle ou de lui pour X raisons, à ce moment-là, d'abord... du coup, je prépare d'abord le projet avec un mood board. Ok. J'essaie de déterminer... par exemple, je vais demander à la personne les photos de toi et qu'est-ce que tu veux qu'elle dégage comme ambiance. Est-ce que tu veux que ce soit des photos un peu en mode girl boss? Est-ce que tu veux que ce soit des photos je papillonne dans un champ de fleurs? Est-ce que tu vois que... Ouais, de voir ce qui s'en dégage. Voilà, exactement. J'essaie de déterminer ça, d'abord l'ambiance, et puis après du coup je vais sur Pinterest, je fais mes petites recherches et tout, je fais un mood board, je l'envoie au client, et si c'est approuvé, qu'on est bien d'accord sur l'ambiance qu'on veut créer et sur le résultat qu'on veut avoir à la fin, à partir de là du coup je cherche des lieux, et donc pour ça j'ai déjà ma petite liste de lieux du coup, que j'aime bien. Le fait d'être revenue en Bretagne dans un lieu que je connais, du coup c'est bien parce que finalement j'ai tous les lieux que je connais et dans lesquels je peux aller facilement, mais en fait j'en cherche toujours. Je pense que tous les photographes que tu connais, ils vont tous te dire la même chose. T'es en train de conduire pour aller quelque part, t'es toujours en train de regarder à droite à gauche, chercher des spots, et du coup c'est comme ça que je trouve mes lieux. Oui, bah oui.
Et une fois que j'ai l'ambiance, le mood board approuvé, le lieu, je choisis aussi les tenues avec la personne, le futur modèle, le maquillage, la coiffure, etc. On décide tout ensemble. D'accord. Une fois que ça s'est fait, on se donne rendez-vous. Et puis voilà, là tout est prêt. Ouais. Ah, ça fait déjà un sacré taf avant. Oui. Parce que tu l'as dit très vite, mais mine de rien, ça représente, je pense, un sacré boulot. Ben ouais, on se rend pas compte, mais au final, la préparation, c'est énormément de boulot aussi. La majorité du boulot, elle est après, mais avant, ça constitue aussi... Enfin, si on veut être bien préparé, parce qu'après, moi, j'ai toujours mes petites fiches que j'emmène partout. Comme celles qui sont sur la table actuellement. Exactement. Et du coup, j'ai aussi mes petites fiches pour les pauses. Parce que je réfléchis à l'avance à quelle pause je veux faire, comment je vais placer mon modèle, etc. Tout est prévu d'avance et j'arrive sur place et je place mon modèle et après j'ai plus qu'à cocher. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et du coup j'aime bien avoir tout prévu à l'avance. Donc j'ai aussi toute la recherche de pauses qui vont avec le projet en fonction du mood board, en fonction de l'ambiance qu'on veut créer et tout. Voilà, tout est réglé. Comme une horloge, presque. Ouais, voilà. Comment tes clients te contactent ? C'est sur les réseaux sociaux ou... Oui. Principalement, principalement sur les réseaux. Après, il y a aussi pas mal de bouche à oreille qui se fait. Et j'ai l'impression que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, en fait. Enfin, les réseaux, c'est une grande partie du boulot. Il faut être présent sur les réseaux. Il faut avoir... une com efficace, etc. Mais j'ai l'impression que voilà, le bouche à oreille, c'est finalement ce qui marche le plus parce que c'est bien de tomber sur l'Instagram d'un photographe et de se dire ah ben ok, il ou elle fait du super boulot, pourquoi pas le contacter. Mais c'est autre chose quand il y a quelqu'un qui te dit bah moi j'ai fait des photos avec un tel et c'était super, en plus elle était super sympa, machin, enfin voilà, c'est... Ouais, bien sûr. Et puis je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que aujourd'hui, quand tu tombes sur un photographe ou une photographe sur les réseaux sociaux, tu vois ça comme une vitrine, certes, mais tu sais pas comment se passe une séance. Et il y a aussi tout ce côté d'arriver sur une séance photo et de pas trop savoir quoi faire, de pas connaître la personne, donc pas forcément être trop à l'aise et de se dire bah moi je suis pas modèle professionnel, donc je sais pas trop comment me placer et tout. Et je pense que d'avoir le retour de quelqu'un que tu connais, ça doit beaucoup jouer aussi. Ouais, ça aide carrément. Parce que du coup, les gens, justement, les gens qui n'ont jamais posé et qui sont un petit peu hésitants à le faire, ça aide vachement d'avoir quelqu'un qui t'a dit bah non, mais moi, j'y suis allée et on m'a mis à l'aise tout de suite, on m'a expliqué, c'est elle qui m'a dit quelle pose faire, on m'a placée et tout. Forcément, ça met en confiance, je pense, pour les autres, quoi. Ah tiens, comment tu fais pour mettre quelqu'un à l'aise sur un shooting alors que tu le connais pas ? Bah en fait, j'essaye toujours de faire comme si on se connaissait. Tu vois, après j'ai la chance d'être assez sociable. Je confirme. Voilà, donc du coup, pour moi c'est pas trop difficile d'arriver et puis tu vois, tout de suite de lancer une discussion, de mettre quelqu'un à l'aise et tout. Moi j'essaie de faire en sorte qu'on discute vachement et puis que limite on oublie que l'appareil est là en fait. Qu'on discute, on parle de plein de trucs. Parce que moi de toute façon, vu que surtout pour les séances portraits, vu que j'aime bien que les poses soient le plus naturelles possible, finalement ça me dérange pas tant que ça que les gens ne regardent pas l'appareil photo, que tu vois que les gens soient en train de penser à autre chose, de regarder, d'être le plus naturel possible parce qu'on est dans la discussion. Et puis moi, pendant ce temps-là, discrètement, tac, en fait, ça mitraille derrière. Exactement, ouais. Donc, je donne toujours un petit temps avant qu'on commence la séance où je laisse le temps aux gens de s'habituer à être pris en photo. Tu vois, je fais mes réglages de lumière et tout machin. J'essaie de faire en sorte qu'on prenne bien le temps de se mettre à l'aise, que la personne s'habitue à être en face de moi bien sûr. Derrière l'objectif. Et puis après, au bout d'un moment, quand je vois qu'on commence à se détendre, bah, c'est là que je commence à vraiment donner les instructions pour les poses et tout. Et puis après, c'est parti, quoi. Est-ce que tu as fait des photos avec des modèles professionnels aussi ou tu es resté que sur des clients qui voulaient des photos d'eux ? Des professionnels, non. J'ai eu soit des clients, comme tu dis, des gens qui veulent des photos d'eux, etc. Ce que j'ai fait aussi à Paris, c'était des books pour des comédiens. D'accord. Et là, du coup, c'est des personnes qui sont peut-être un peu plus déjà habituées à poser ou du moins être un peu le centre de l'attention. Oui, sur le devant de la scène. Voilà, exactement. Donc, c'était un peu différent. Mais non, globalement, j'ai pas encore
Peut-être pourquoi pas avec du atelier plus tard quand, Ce serait bien. tu auras du budget pour avoir des modèles pro et tout, ce serait trop cool. Mais carrément. ouais, mais ça me plairait de le faire en tout cas. Après, je sais que c'est possible aussi de faire des collabs, tu vois, tu peux Oui, bien toujours... sûr. J'ai pas eu l'occasion pour l'instant de le faire, mais pourquoi pas. Enfin, c'est quelque chose qui... Ça me dirait bien. Quel matériel tu utilises aujourd'hui dans une séance, on va dire type? Parce que je me doute que ça doit varier en fonction de... Bah en fait, pas trop. C'est vrai? Ça varie pas trop parce que je suis qu'au tout début de mon accumulation de matos. Ok. En fait, pour l'instant, j'ai un appareil et un objectif qui ne me quitte pas. Mhm. Et que j'ai depuis... ça fait même pas un an que je l'ai. C'est un Canon 5D Mark IV. Ok. Voilà. T'inquiète pas, les références, c'est toujours le problème. Ah non, mais oui, exactement. Puis j'ai pas envie de me tromper parce que justement... Bah oui. ouais, donc je l'ai eu... ça fait un an que je l'ai. Mhm. Et je commence à bien le maîtriser, là, donc je suis hyper contente. Et forcément, ça a un prix très conséquent. Donc j'ai mis beaucoup de temps à récupérer déjà l'argent pour avoir... bien sûr. Pour pouvoir me le payer. Avant, j'avais un autre petit appareil. Bon, je m'en sortais très bien avec et tout. C'était quand même un réflexe Canon de bonne qualité. Donc, oui, bien sûr. j'étais contente de l'avoir. Je m'en suis sortie pendant un petit moment et tout. Mais là, celui-là, du coup, c'est vraiment un appareil de pro. Et ça doit te faciliter le travail aussi, je pense. Carrément. Carrément. C'est autre chose. Donc, ouais. du coup, ça me permet d'aller plus loin parce que avec l'appareil que j'avais avant, de temps en temps, j'avais des visions de shooting, des visions d'images que je voulais avoir et je pouvais pas forcément les atteindre parce que j'avais pas le matériel adéquat, alors que là du coup je peux vraiment ramener à la vie. Ouais, ça doit être hyper satisfaisant d'arriver à refaire exactement la même photo que celle que t'as en tête. Ouais, de fou, c'est exactement ça. J'ai vu du coup que tu faisais autant de shooting en intérieur qu'en extérieur et moi je me suis posé la question de ce que tu préférais entre les deux, parce que enfin, je me doute que t'as pas les mêmes contraintes et les mêmes difficultés suivant les lieux que tu peux faire. Donc, qu'est-ce que tu préfères, toi ? Bonne question. Je pense que je préfère en extérieur pour l'instant. Ouais. Je me suis habituée en extérieur et puis j'aime bien le fait de devoir fonctionner un peu avec la nature, tu vois. Ouais. Parce que la plupart des shootings que je fais en extérieur, du coup, c'est pas en pleine ville. J'ai la chance, du coup, à Saint-Malo de pouvoir avoir à disposition des plages, des falaises, plein de trucs, des super décors et tout. Donc, du coup, je dois concorder un peu avec les éléments, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis, du coup, avec les différentes saisons. Le fait que là, par exemple, en été... sur les falaises à côté des plages où je vais souvent, il y avait plein de jolies fleurs. Enfin, ouais, bien sûr. Tu vois, je peux m'adapter en fonction de ce que je trouve et tout. Et du coup, c'est hyper satisfaisant de réussir à obtenir ce qu'on veut et d'avoir, je sais pas, de mettre en valeur aussi, je trouve, les paysages à côté de chez moi, c'est hyper cool aussi. Mais après, j'aime bien aussi le studio parce que là, tu peux vraiment te poser. Ouais. Et c'est toi qui gères tes éclairages. Donc, du coup, tu as plus de précision. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Sur des photos en extérieur, il suffit qu'il y ait un peu trop de vent ou que le temps soit pas comme tu le voudrais. Ça doit pas forcément être facile. Ouais, en fait, il faut s'adapter. Il faut être hyper souple. Et, mais d'un côté, j'aime bien ça aussi. Donc, voilà. Mais j'aime bien le côté studio où tu gères toi-même tes lumières. Au centimètre près, tu peux bouger pour éclairer le visage du modèle de telle ou telle façon et tout. Et du coup, j'aime bien les deux. Mais je t'avoue que j'ai un petit truc spécial pour les séances sur la plage ou les falaises. Je trouve ça en plus pour les séances couple et tout, c'est tellement romantique. Oui, carrément. C'est trop cool, quoi. Oui, et puis pour avoir été à Saint-Mélo, pas très souvent, mais pour y être passé, c'est une belle ville aussi, avec des paysages très très différents suivant les endroits où tu vas. Donc, ouais, c'est ça aussi, c'est une chance énorme, mais j'ai plein de paysages différents à disposition, donc clairement. Je m'ennuie jamais, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais comment tu fais pour découvrir tes nouveaux lieux Je conduis. Vraiment ? Partout, ouais. Ah, c'est dingue. Des fois, je vais à un endroit et je fais exprès de faire des détours. Et je longe la côte, je fais plein de trucs exprès pour trouver des lieux. Ouais. Et puis en fait, des fois, on se rend pas compte, mais ça peut être un tout petit bout de champ qui fait 2 mètres sur 2 mètres.
Mais pile poil à cet endroit-là, il y a de la lavande qui pousse, je sais pas quoi, un truc avec des fleurs blanches, machin, et puis derrière, il y a une colline. Enfin, c'est genre, ça mesure 2 mètres, mais je passe devant et je me dis, là, c'est trop chouette, quoi. Ouais. Enfin, donc voilà, je roule partout. Ça doit être très très drôle d'être dans une voiture avec toi et de te voir regarder partout et de scruter les moindres endroits. Regarde un peu la route, Rosanne, s'il te plaît. Du coup, j'ai vu que tu avais aussi fait un espèce de décor studio chez toi, un peu à l'arrache sur Instagram. Ça me fait beaucoup rire. Ouais, c'est du bricolage complet. Ouais. Mais c'est trop drôle en même temps. Ah, c'est Parce ça. que, en fait, j'ai essayé de faire un studio chez moi, mais sans matériel de studio. En fait, chez moi, j'ai aucun éclairage, j'ai rien. Enfin, Ouais. j'ai pas de spot de lumière pro ou quoi que ce soit. J'ai été chez Conforama, j'ai acheté des lumières qui me semblaient à peu près correctes, avec un bon éclairage, quelque chose qui me semblait utile. Et puis finalement, ça a de la grave fait. Enfin, voilà, oui, je confirme, le résultat est vraiment très très cool. Ah, c'est gentil, merci. Non, mais j'ai vraiment aimé. C'est surtout, moi, je me demandais si ça te pose pas de problème de, on va dire, ramener ton travail chez toi. Je veux dire, faire des photos chez toi, dans ton appart, du coup. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pas trop, parce que en fait, j'avais tellement transformé la pièce, du coup, que c'était plus comme si c'était chez moi. Ouais. En fait, c'était dans mon salon. Et je pense que je vois les photos dont tu parles. Et c'était dans mon salon. Et du coup, la pièce était tellement changée, tellement transformée. J'avais accroché un drap au mur avec des petites accroches là. Enfin, c'était tellement transformé que du coup, j'avais pas l'impression qu'on était chez moi. Et ça faisait vraiment comme si c'était un studio. Donc, ça m'a pas trop perturbée, quoi. Ouais. Du coup, tu as parlé du fait que tu prévoyais un peu à l'avance les photos que tu vas faire. Comment tu fais pour faire ça? Parce que... Enfin, c'est une question bête, mais de quelqu'un qui n'y connaît rien à la photo. Des fois, tu tombes sur des photos où tu te dis, mais d'où vient l'inspi de ça? C'est pas possible d'avoir juste pensé à cette position ou ce truc en tête. En fait, ça dépend. Il y a des positions et des poses que je prévois vraiment à l'avance et je sais que je veux faire ça. Et là, je saurais pas comment t'expliquer comment... En fait, je pense que c'est dans le même processus créatif que toute œuvre picturale. Enfin, quand tu imagines un tableau, quand tu imagines un dessin et quand tu imagines une photo, pour moi, il y a le même processus qui se crée dans ma tête parce que j'ai fait tout ça. Donc, du coup, finalement, pour moi, à la fin, c'est toujours la même chose. Quand je ferme les yeux, je vais avoir une image dans ma tête de à quoi ça va ressembler. Et du coup, j'ai toujours des idées de « Ah bah là, j'aimerais trop qu'avec le décor, j'aimerais trop avoir au moins un portrait où on voit la main de la personne et puis qu'elle est tournée dans ce sens et que on ait son regard vers l'horizon. » Je sais pas quoi, mais j'ai toujours quelques idées comme ça de trucs que je veux absolument faire. Parfois, c'est tout bêtement des photos que je vois dans des magazines, dans n'importe où, sur Pinterest, qui m'inspirent et qui, du coup, me donnent des idées pour faire des poses. D'autres fois, ça me vient tout seul dans ma tête comme ça. Je me dis, mais c'est ça qu'il faut faire à cette séance. Il faut absolument avoir une photo comme ça. Voilà, ça dépend. Mais du coup, j'ai toujours une idée un peu finale de ce que je veux. Et puis après, sinon, sur place, une fois que tu y es, il y a toujours des trucs qui se rajoutent dans ma tête. J'ai toujours du mal à terminer les séances parce que j'ai 5000 idées. Et du coup, une fois sur place, je suis toujours « Ah ouais, mais attends, on va faire ça en plus. Mets-toi comme ci, comme ça. » Et j'ai toujours des idées qui me viennent aussi sur place. T'es inspirée par le fait d'être sur le lieu et d'être vraiment dedans. Ouais, et puis je pense que même avec la personnalité des personnes que tu peux voir en face, ça doit te donner des idées. Et comment tu t'organises pour la partie montage-édition ensuite? Parce que ça aussi, c'est un sacré boulot. Ouais, c'est clair. En fait, la première chose que je fais, c'est de faire un gros tri. Généralement, je le fais le soir même après la séance photo parce que j'arrive pas à attendre. Quand je rentre chez moi, j'ai envie de tout regarder, de tout mettre sur mon ordi et tout. Et du coup, là, je fais un gros tri... mais un tri vraiment général. Voilà, les photos où la modèle ferme les yeux ou des trucs comme ça, des photos qui sont vraiment automatiquement éliminées, j'enlève tout. Une fois que ça c'est fait, je les importe sur Lightroom, où je fais la majorité de mes retouches. Et là, du coup, je fais un deuxième tri, où là, c'est un peu plus fin.
parce que j'ai tendance à prendre des photos en rafale et après du coup faut que je choisisse des recherches. Ouais, faut que je choisisse entre 9 photos qui sont exactement pareilles à part un centimètre près qui bouge. Ouais. Voilà, c'est ce tri là et puis après une fois que ça c'est fait, je vais sélectionner vraiment les grandes gagnantes de la séance photo parce que je fais toujours 1 million de photos mais j'en ai un certain nombre après à rendre aux clients, donc du coup c'est là que je fais vraiment ma sélection. Et puis après, il faut que je trouve une sorte de preset pour ma séance photo. Je sais qu'il y a certains photographes qui ont des presets qui s'appliquent à plus ou moins toutes leurs séances. Alors, qu'est-ce que tu appelles preset ? Oui, pardon. Non, mais t'inquiète pas, c'est normal. Mais moi, je sais pas du tout ce que c'est. Donc, En fait, quand tu travailles avec Lightroom, ce que tu peux faire, c'est en fait enregistrer toute une série de paramètres d'accord. De retouches que tu vas appliquer sur une photo. Et après, une fois que tu l'as enregistré comme preset, tu peux l'appliquer sur toutes tes autres photos. D'accord. Donc, en fait, ça te permet... par exemple, si tu as plein de photos qui sont au même endroit, avec la même luminosité, les mêmes modèles, voilà, le même jour, etc., bah, tu peux, une fois que tu as trouvé comment retoucher une photo, quel style tu vas leur appliquer, quelle ambiance tu vas leur donner, bah, du coup, c'est comme si tu te faisais un petit preset et que après tu vas appliquer sur toutes les mêmes photos. Oui, ça te facilite un peu le travail. De cette série-là, voilà. Et après, bah, c'est pas miraculeux non plus. Il faut que tu retouches quand même. Il faut appliquer des petites modifications à chaque fois et tout pour chaque photo individuellement. Mais je sais qu'il y a des photographes du coup qui ont leur preset à eux, qu'ils appliquent sur toute leur série, sur toutes leurs séances parce que bah, c'est vraiment leur marque de fabrique. Ils ont leur patte, leur style en colorimétrie, etc. Moi, pour l'instant, je me complique un peu la tâche parce que je fais plus ou moins un preset pour chaque séance photo. D'accord. J'en ai pas un que j'applique à chaque fois. Et j'en invente un nouveau pour chaque truc. Donc voilà, pour l'instant, j'essaie de rester toujours dans le même style parce que j'aimerais trouver plus ou moins une patte et pouvoir être reconnaissable. Qu'on voit mes photos et qu'on sache que c'est moi. Ouais. Mais pour l'instant, j'aime bien me compliquer un petit peu la vie et avoir des retouches différentes pour toutes mes photos. Ouais, mais tu vois, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que je trouve, pour avoir regardé ton travail, parce que j'ai essayé de faire bien mon travail et de regarder quand même ce que tu avais fait en précision, et je trouve que tu l'as déjà cette patte, qui est moins marquée que sur des photographes où ça fait 20 ans qu'ils travaillent et forcément là, tu vois leurs photos, tu sais que c'est eux. Ouais. Mais je trouve qu'il y a quand même un esprit qui se dégage de tes photos qui va se retrouver sur toutes. Ah, et cool. Bah oui, non, mais c'est pour ça que ça me fait rire que tu dises que t'en es pas forcément, parce que je trouve... Alors après, j'y connais rien et c'est un avis tout à fait extérieur. Mais moi, je trouve en tout cas qu'il y a quelque chose qui s'en dégage à chaque fois. Et qui est une sorte de petite patte, si tu veux, la patte de quelqu'un qui débute aussi, mais qui est en tout cas, je trouve, très intéressante. Bah merci. Ah bah c'est cool. Ah non, mais puis je trouve que c'est super important aussi de savoir reconnaître que sur notre travail, on peut avoir des fois un espèce de fil rouge presque, qui se ressentent pas, mais juste ne serait-ce que dans la manière dont tu fais poser tes modèles, dans les lumières, etc. En général, c'est pas la même chose, mais il y a quelque chose qui se ressent. Ah ouais, bah écoute. Mais non, mais c'est vrai que je pense que ça, c'est peut-être un peu... C'est pas fait exprès, quoi, tu vois. C'est juste un style, je pense, que t'adoptes... parce que j'ai quand même mes goûts, le style de photos que j'aime bien et tout, machin. Donc, je pense qu'il y a quand même... il doit y avoir un peu de ça qui ressort, mais après tout, tant mieux. C'est ça. Du coup, tu m'as dit que tu n'avais pas suivi de formation du tout pour tout ce qui est montage. C'est dingue. Non. Non. J'ai appris quand même les bases, du coup, aux Beaux-Arts. Ouais. Mais on n'avait pas de cours de retouche où on a vu Photoshop et Lightroom vraiment en profondeur, quoi. Ouais. Donc je me suis débrouillée, j'ai regardé plein de tutos, voilà quoi. Et puis je fais aussi un peu au pif, au feeling. Clairement, ouais, je teste tout plein de trucs jusqu'à ce que je trouve ce que je veux et ça finit par fonctionner. Et du coup, voilà, maintenant je commence à connaître pas mal de trucs. À force de travailler dessus. Mais voilà. Ça t'intéresserait pas de faire une formation là-dedans, par exemple ? En vrai, pourquoi pas ? Ouais. C'est juste que t'en as pas forcément eu l'occasion. Voilà, exactement. Ouais. Mais en vrai, pourquoi pas si ça peut m'apporter plus... parce que je suis sûre qu'il y a certaines choses que je pourrais faire beaucoup plus vite et juste parce que je connais pas tel ou tel raccourci, tu vois.
Donc, en vrai, pourquoi pas. Après, cela dit, je pense que t'apprends jamais aussi bien que quand t'as cherché et que, entre guillemets, tu as galéré pour essayer de trouver quelque chose. C'est clair. Est-ce que t'as une idée de combien te prend ton édition de photos derrière ? Alors, le petit roulement des yeux que vous n'avez pas en description, mais... en fait, ça dépend. Il faut vraiment que... Normalement, c'est calculé. Ouais. Normalement, tout est calculé. Et d'ailleurs, c'est calculé dans le prix. Mm-hmm. Et j'avais fait une estimation avec mon comptable personnel, qui est mon père. Parce que c'est lui, du coup, qui m'avait aidé à calculer tout ça. Parce que moi, je suis vraiment une handicapée des chiffres. C'est pas mon truc. Et du coup, il a fallu calculer, en fait, combien de temps je mettais à retoucher une série de photos entières. Ouais. Parce que forcément, si tu veux calculer tes prix, il faut que tu saches combien de temps ça te prend. Bien sûr. Parce que faut que tu sois payé correctement à l'heure Tout à fait. de boulot. Et en fait, c'est hyper difficile de calculer combien de temps tu vas mettre. Parce que ça dépend du nombre de photos que tu as à retoucher. Donc ça dépend du projet. J'en ai beaucoup plus pour un projet comme pour Dune Atelier. J'avais énormément de photos parce qu'on faisait tout un site. Alors que pour une séance photo portrait de 1 heure classique, je vais en avoir moins. Donc voilà. Oui, ouais. Mais... je ne saurais pas dire exactement combien d'heures, parce que ça a été calculé. Donc je l'ai su, combien de temps je mettais à retoucher une photo et le prix a été calculé en fonction de ça, mais je suis tellement pas chiffre. C'est surtout que, en fait, je me dis que ça doit être énorme et je me dis, je me suis, en préparant cette petite interview, je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant pour les personnes qui voudraient, par exemple, te demander de se rendre compte aussi du travail qui est derrière. Ouais. C'est quelque chose que je trouve, à titre personnel, extrêmement agaçant. C'est les gens qui disent « je veux avoir une séance photo, mais je veux pas qu'elle me coûte plus de tel prix » parce que les gens se rendent pas compte du travail qu'il y a si on veut avoir des photos de qualité derrière, quoi. Exactement. Et en fait, mais moi aussi, je suis un petit peu passée par là. On se rend pas compte du temps que ça prend et du prix que ça coûte. Et les prix que j'avais fixés, moi, au tout début... complètement au pif, il faut le dire, au tout début, il y a quelques années. En fait, après, justement, quand j'ai revu ça avec mon cher comptable, bisous papa, qui m'a dit « Non, mais là, Rosanne, ça va pas du tout. T'es pratiquement à perte, quoi. » Enfin, oui. Il faut pas du tout voir ça comme ça. Il faut que tu calcules combien de temps tu mets sur chaque photo, combien de temps ça te prend, la recherche du lieu, même le temps que tu discutes avec le client pour déterminer, faire le mood board, machin. Tout est à prendre en compte et tout. Il faut pas qu'il y ait un seul moment où t'es bénévole du truc, quoi. Oui, bien sûr. Donc c'est lui qui m'a vraiment aidé à calculer tout ça. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte du prix que ça devait coûter. Oui. Et puis effectivement, parce que quand on regarde... alors, je sais qu'il y a des photographes qui sont bien moins chers, et on en parle souvent... c'est souvent un sujet dans la commu des photographes. Bien sûr. Des gens qui disent « Ah bah ouais, mais un tel, regardez, il se met vachement moins cher que nous. C'est de la concurrence déloyale, il ne se rend pas compte, etc. » Parce qu'il y a toujours, que ce soit chez les photographes ou chez n'importe qui, tu auras toujours des gens qui vont se placer bien en dessous des prix des autres. Et du coup, après, ça donne une excuse, on va dire, aux gens de te dire « Ah bah oui, mais toi, regarde, tu coûtes super cher. T'es bien plus cher qu'un tel, etc. » Donc, c'est hyper compliqué. Mais effectivement, si on veut être payé correctement, pour moi, c'est quand même hyper important. Parce que même si c'est une passion, ben voilà, faut pouvoir payer tout. Il faut pouvoir vivre. C'est surtout qu'au-delà d'une passion, quand on passe d'une passion à une activité professionnelle, il faut savoir se dire que c'est plus une passion. C'est un bonheur de travailler, certes, et on peut être passionné par son travail, mais qu'il faut savoir aussi se dire que tout travail mérite salaire, hein. Comme on dit, c'est vraiment ça. Exactement. Et puis, on a tendance à se dire que c'est parce qu'on travaille de notre passion, du coup, on s'en fout, on compte pas nos heures, etc. D'un côté, oui, parce que c'est vrai que je compte pas vraiment mes heures. Il est vrai, mais en même temps, faut essayer de garder un peu la tête sur les épaules et de se dire, non, si je coûte ce prix-là, c'est qu'il y a une raison derrière. Et c'est pas parce que j'ai envie de m'acheter un sac Chanel.
oui, j'ai envie de m'acheter un Snapchat, mais c'est pas pour ça que Oui, je fixe non, mes prix. oui. C'est parce que tout simplement j'ai envie d'être payée À la hauteur décemment. de ton travail, tout Ouais, et simplement, puis, c'est ouais. normal. Et du coup, quel est le tarif des prestations que tu fais aujourd'hui, si tu es d'accord de le donner? Oui, bien sûr. Alors ça dépend des projets. En fait, j'essaie d'adapter un peu pour chaque personne. Bien sûr. Parce que il peut toujours y avoir quelqu'un qui va me dire moi j'ai besoin de 3 photos. Bon bien évidemment que là ce sera Ça coûtera moins cher voilà, que moins 50. voilà exactement. Mais pour quelqu'un qui par exemple pour une séance photo portrait classique de 1 heure où à la fin je rends une dizaine de photos, je demande 130 €. D'accord. Et pour une vingtaine de photos, je passe à 150. D'accord. Après, c'est illimité. Vous pouvez Oui. payer 1 500 € la séance si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Je vous rendrai le nombre de photos. Voilà quoi. Mais j'essaie de garder cette base-là. C'est ce qu'on avait calculé à peu près pour que ce soit tout simplement rentable. Ouais, en fait. ok. Parce que pour te donner une idée, on avait calculé que pour une séance photo portrait à 1 heure, comme je te disais, classique, rien qu'à moi, ce que ça me coûte, le déplacement, mes logiciels, de retouche que je paye tous les mois, parce que Photoshop, etc., c'est pas gratuit. Clairement. Il faut payer un abonnement à Adobe, machin. Très, 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 très cher. Ouais. Et la rentabilisation aussi de mon matériel, que ce soit mon ordinateur, mon appareil photo, le déplacement, enfin, tous ces frais-là, on avait calculé que ça me coûtait à moi entre 30 et 40 € de faire la séance. Donc à partir de là, tu vois, si ça me coûte à moi entre 30 et 40 €, je peux pas décemment proposer des séances à moins de je sais pas, tu vois, rien que 70 €, tu vois, ce serait... oui, et puis c'est surtout qu'aujourd'hui, de ce que j'en comprends, tu es quand même dans l'optique que ça devienne ton activité professionnelle centrale. Donc, t'es comme tout le monde, il faut que tu arrives à gagner ta croûte. Et à un moment donné, si tu arrives sur une séance et que ça te coûte aussi cher de juste te déplacer et de rentabiliser tout ça, et qu'au final, la marge que tu te fais est même pas de 10 ou 20 € par séance, ça n'a plus de sens. Et tu peux pas continuer, en fait. Bien sûr, c'est ça. Parce que rien que mon appareil photo m'a coûté tellement cher que je suis obligée de l'amortir. Et le jour où il va décéder, je te le souhaite pas. Voilà, je touche du bois dans très longtemps, mais et puis même si je veux, parce que j'aimerais bien étoffer un peu ma collection d'objectifs, etc. Pour ouvrir mes possibilités. Donc du coup, en fait, si tu veux pouvoir avoir plus de matos, etc. T'es obligé d'avoir une certaine rentabilité. Donc voilà. Mais après, généralement, les gens... j'ai jamais eu de remarques de gens qui m'ont dit mais c'est hors de prix, c'est n'importe quoi. Généralement, les gens sont compréhensifs. Et puis, je pense que pour des gens qui n'ont jamais fait de photos, qui n'ont jamais eu affaire à un photographe, ils peuvent être surpris que ça coûte si cher, entre guillemets, parce qu'en fait, ils se rendent pas compte. Ils se disent, mais quoi, mais attends, la séance elle dure 1 heure, t'es payé 130 € de l'heure. Ah non. non. C'est pas comme ça que ça se passe en fait. C'est pas ça du tout. Et dans ces cas-là, si t'as des gens comme ça, tu leur dis va écouter le podcast. Et comme ça, tu comprendras. Il n'y a pas que ça derrière. Mais je remarque que pour les gens qui sont plus habitués à le faire, des gens qui ont déjà fait appel à des photographes pour X raisons, pour un mariage, pour n'importe quoi, des séances de couple, de famille, de trucs comme ça, qui ont plus l'habitude, du coup, comprennent que, que c'est la fourchette de prix. Et puis après aussi, que ça dépend où est-ce que tu te situes dans la fourchette de prix. Il faut décider aussi de est-ce que tu veux te situer dans la fourchette basse ou est-ce que tu veux être dans un peu plus haut de gamme, etc. Et les gens aussi voient en fonction de... Enfin, sont bien au courant que s'ils veulent des belles photos, ça coûte un certain prix et tout à fait. Les gens sont cool en vrai. Enfin, pour l'instant, touche du bois. Bon, et du coup, quel type de com tu fais toi autour de tout ça? Parce que j'ai vu que tu étais présente sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Ouais. Oui, pour l'instant, je me limite à ça. Parce que pour les autres options, par exemple, faire un article de journal, des choses comme ça, je pense que c'est mieux d'avoir son auto-entreprise
officielle. Oui, j'allais Avant, t'en parler. Voilà, donc je pense qu'une fois que j'aurai ça, bah, éventuellement, je pourrais me tourner vers d'autres options de pub, entre guillemets. Mais pour l'instant, je m'en sors avec les réseaux et puis le bouche à oreille, quoi. Mais c'est indispensable aujourd'hui, de toute façon, d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Donc, je me force à faire des stories, des publications et tout, machin. Qui sont très drôles en plus. Ah bah cool. Pour ceux qui veulent aller les regarder, moi je me suis tapé quelques petites barres quand même. T'écouter. Bah j'essaye, tu vois, d'être naturelle et tout, que ça représente ma vraie personnalité, parce que je vois pas l'intérêt d'être là sur Instagram. Bonjour à tous. Alors, tu sais, alors qu'en fait après les gens vont me voir dans les séances photos et. Ouais, puis surtout que je trouve que encore plus que déjà, du coup, les réseaux sociaux sont ta vitrine en tant que photographe. Ça donne un petit peu un aperçu de ta personnalité sur un shooting aussi. Donc je trouve ça plus... Ça aide parce que du coup, le fait de te montrer, et j'ai eu du mal à le faire, mais maintenant je le fais, de te montrer en story, de montrer ta tête, de parler en direct en story et tout. Alors, c'est hyper difficile. Hein. Enfin, je recommence 50 fois la même story et tout, je suis là. Oui, bien sûr. Ah ouais, non, mais t'inquiète pas. J'ai pas encore passé le cap sur le podcast, tu vois. C'est hyper dur en vrai. Mais du coup, je sais que c'est bien de le faire parce que si les gens te voient, ils voient ta tête, ils te voient en train de parler et tout, bah, quand ils vont arriver sur le lieu du shooting, déjà ils vont te reconnaître, ça va pas être genre vous êtes qui, et puis bah, ils seront plus à l'aise parce que ils auront l'impression de déjà te connaître, quoi. Carrément. Bon, et du coup, professionnel, mais pas administrativement, c'est ça ? J'attends un peu pour le faire parce que j'ai déjà eu le statut d'auto-entrepreneur avant. Quand j'habitais à Paris, à un moment donné, je travaillais dans une agence de garde d'enfants, donc rien à voir. D'accord. Mais en gros, ils m'avaient proposé d'avoir le statut auto-entrepreneur parce que ça a été plus avantageux au niveau du salaire horaire, enfin bref. Ouais. Et du coup, je l'ai eu pendant 2 ans. Et donc, je faisais mes petites déclarations à l'URSSAF et tout. Enfin, je sais déjà comment ça fonctionne. J'ai déjà fait toutes les démarches. Donc, en soi, je pourrais le refaire assez facilement. Mais c'est juste que du coup, il y a une période de 2 ans où les 2 premières années, tu as les charges que tu dois payer chaque mois à l'URSSAF qui sont moindres. Il y a une sorte de réduction pour les 2 premières années de ton entreprise. Mais une fois que tu as dépassé ces 2 premières années et que tu payes plein pot, bah en fait... la différence doit être assez importante. C'est assez important ce que tu payes chaque mois. Et du coup, je me voyais pas le faire tant que j'ai pas vraiment des revenus conséquents, où je me dis pas à la fin du mois mais là je suis en train de donner la moitié de ce que j'ai gagné, quoi. Ouais, bien sûr. Donc parce que bon bah j'ai mon boulot qui me permet de payer mon loyer, etc. Mais la photo m'aide bien quand même pour complémenter mes revenus. Donc, si du jour au lendemain, tu vois, je dis, bah en fait, maintenant, je vais commencer à payer des charges et j'enlève, tu vois, une grosse partie de ce que je gagne, bah, c'est une décision qui se réfléchit vachement. Clairement. Ça se calcule et du coup, j'attends. Je vais le faire, ça c'est sûr, parce que bah, il faut le faire. Il faut le faire, bien sûr. Il faut le faire parce que ça permet de travailler avec des professionnels de manière plus régulière, parce que le fait d'avoir travaillé avec Aline et Maëva pour Dune Atelier, bah, du coup, finalement, ça m'ouvre des portes. Et moi, je me vois carrément travailler avec d'autres marques et tout. Enfin, vu que ça m'a vachement plu de le faire, bah, je me vois carrément, du coup, renouveler avec d'autres entreprises et tout ça. Mais pour pouvoir être embauchée par des entreprises, voilà, c'est quand même c'est bien plus pratique d'avoir son petit numéro SIRET, son entreprise officielle et tout. Donc, je sais que je vais le faire à un moment donné, incessamment sous peu. Là, je pense que ça va bientôt être le bon moment, mais voilà, ça se réfléchit. Ça se réfléchit. Et entre guillemets, psychologiquement, toi, est-ce que ça n'a pas été trop dur de te définir comme professionnel ? C'est une question bête que je me suis posée parce que j'entends beaucoup de gens dire bah moi je fais de la photo, mais pour beaucoup de passions justement qui se transforment en travail, je trouve toujours la limite très difficile à trouver entre se définir comme professionnel, se définir comme amateur, ne pas trop se définir. Carrément, et j'ai même plein de trucs à te dire là-dessus. Parce que... Bon, alors le podcast va durer 3h30. Voilà, exactement. Non, mais parce qu'en fait, je trouve ça intéressant d'aborder ces sujets-là. Bien parce sûr. Que personne ne parle un peu trop du dark side, de ce que c'est tu vois, de
de se dire du jour au lendemain, allez, maintenant, je m'y mets, je m'assume et je dis à tout le monde que je suis photographe pro et que je veux que ce soit mon métier, etc. Parce que c'est hyper difficile. Pour moi, ça a été hyper difficile pour 2 raisons. La première raison, c'est le côté dont je te parlais tout à l'heure, le fait d'être handicapée des chiffres. Parce que, mine de rien, en fait, la photo, c'est hyper technique. Et le truc dont je t'ai pas parlé tout à l'heure dans mon parcours, c'est que j'ai tenté 2 fois le concours de l'école Louis Lumière et je l'ai loupé 2 fois. Il y a eu une fois où je suis allée un peu les mains dans les poches, j'y croyais pas du tout. Et en fait, finalement, tu sais, en gros, c'est en 3 étapes. Tu as une étape de QCM. Si tu as une note suffisante, tu vas aux écrits. Et si tu réussis les écrits, tu vas aux oraux. D'accord. Alors, je vais faire mon inculte. Louis Lumière ? C'est une grande école. C'est l'école nationale, en gros, de photographie. Ok. Et voilà, c'est une ENS, c'est à Paris. Et c'est très, très, très reconnu dans le monde de la photo. Et quand tu sors avec un diplôme de Louis Lumière, t'as même pas à chercher un job, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment super reconnu. Et je rêvais d'aller là-bas parce que je me disais, mais c'est super d'avoir un grand diplôme en photo, machin. Et sauf que généralement, le profil qui est plus ou moins demandé et qui est plus ou moins recommandé, c'est des gens qui ont fait un bac S, qui sont à fond dans la technique, parce que voilà, la photo, finalement, c'est beaucoup de science, c'est très physique. Et moi, pas du tout, quoi. Enfin, moi, j'ai été en L, je suis forte en langue. Mais... Oui, donc pas du tout le bon profil, voilà, en fait. Non, pas du tout. Mais tu vois, tout le monde autour de moi, j'ai la chance d'avoir un entourage qui est hyper enthousiaste, qui me soutient à fond. Et donc, tout le monde autour de moi était « Ouais, mais vas-y, Rosanne, tu peux y arriver et tout. » Donc, moi, je me suis dit « Ok, on essaye. » J'y suis allée un peu comme ça pour voir. Et finalement, sans trop me préparer, je suis arrivée quand même jusqu'aux écrits. Et je suis passée à ça, des oraux. Donc du coup, je suis restée à Paris et je me suis dit que j'allais retenter l'année suivante. Et là, j'ai essayé en tout cas de vraiment bien m'y préparer. Et là, j'ai passé toutes les étapes et je me suis retrouvée la 2e sur la liste d'attente. En gros, quand tu arrives tout à la fin, aux oraux, on est, je sais pas, on n'est plus qu'une vingtaine. Et ils en prennent 15, je crois, ou 14 par classe. Et au début, t'es 500. Enfin, c'est une sélection. C'est très sélectif. C'est très, très dur. Le concours, il est très, très dur. Et finalement, le fait d'avoir ces lacunes côté technique, c'est ça qui a pêché. Parce que c'est l'oral technique que j'ai le plus loupé. Et en fait, ça a été hyper dur après de me dire que je peux quand même faire de la photo, que je peux quand même m'en sortir sans avoir ce côté hyper scientifique, hyper matheux que beaucoup de photographes ont. Et de me dire que moi, j'ai ce qu'il faut en côté créatif, en côté artistique, et que ça peut le faire et que je peux m'en sortir avec ça. Ça a été le premier truc à surmonter, on va dire, à me dire non mais attends, t'as pas besoin d'être un génie des maths, tu peux t'en sortir quand même. Mais le milieu de la photo, c'est très scientifique, hein, et il y a beaucoup de connaissances techniques à avoir, donc du coup, ça a été ma première, on va dire, difficulté. Une grosse difficulté, Ouais, voilà. Et après, la 2e, ça a été de passer au-dessus du syndrome de l'imposteur, que tu connais très certainement. Alors, qu'on connaît tous, mais que je vais réexpliquer pour les personnes qui ne connaissent pas. Le syndrome de l'imposteur, c'est d'avoir l'impression qu'on ne mérite pas la reconnaissance qu'on a pour son travail. Je pense que c'est une bonne petite définition à l'arrache. Ben ouais, c'est ça. Hein. Mais l'idée est là. C'est ça. Et parce que quand tu t'aperçois que tu as plus ou moins un talent dans quelque chose, moi, tout le monde me dit « tes photos, elles sont super ». Mais il y a une petite voix quelque part qui n'y croit pas et qui est persuadée, je me dis mais non, mais s'il me dit ça, c'est parce que c'est ma famille, c'est mes proches, amis, ils veulent me soutenir, ils sont sympas. Mais moi, je trouve toujours des choses à redire sur mes photos. Je suis jamais contente, je suis jamais satisfaite. Quand je regarde des photos que j'ai fait il y a 6 mois, j'ai envie de tout recommencer. Enfin, je suis très critique avec ce que je fais. Et du coup, le fait de se dire ça y est, je suis photographe pro, c'est hyper difficile parce que du coup, tu as l'impression de pas vraiment mériter de te donner ce statut. Et du coup, là, maintenant, j'y arrive un peu plus. Et j'ai remarqué qu'au final, ça aidait vachement, même au niveau professionnel, pour étendre un peu ton cercle. Parce qu'en fait, au début, quand
c'est tout bête, mais quand tu te présentes à des gens que tu connais pas, tu rencontres quelqu'un et qui te demande bah alors toi tu fais quoi dans la vie, etc. Bien sûr. Je mentionnais jamais que j'étais photographe Ouais. parce que je me disais mais non, je suis pas. C'est de la passion, c'est pas du travail. C'est une passion. Calme-toi, Rosanne, tu fais pas la couve de Vogue. Donc voilà, redescends. Ah oui, quand tu disais que tu étais critique avec toi-même, c'est clair. Exactement, voilà. Et finalement, en fait, maintenant, je me force à le faire. Quand je rencontre des gens que je connais pas et que je me présente et que je dis ce que je fais dans la vie, du coup, je dis que je suis photographe. Et finalement, rien que le fait de le dire, ça rend le truc concret. Ouais, et puis, mine de rien, ça ouvre des portes parce que plus tu le dis aux gens, plus ça se sait. Et puis finalement, la personne en face, elle peut carrément te dire tu sais quoi, justement, moi je cherche un photographe pour faire ça ou ça. Alors que si tu ne l'avais pas dit, du coup, tu aurais loupé cette opportunité. Donc du coup, voilà, je progresse. C'est le principal. Mais après, je pense que pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est un perfectionnisme qui est allé trop loin. Je le vois comme ça. C'est que le problème, c'est que pour tous les grands perfectionnistes, on voit toujours les détails que les autres ne voient pas. Et surtout, on pousse ça tellement loin que ça entache, en fait, finalement, non seulement le travail, mais en plus la vision qu'on a de son propre travail. Ce qui est hyper dommage, parce que du coup, on perd le fait de mettre en valeur son propre travail, alors que je trouve qu'il y a personne de plus qualifié pour présenter et mettre en valeur son travail que soi-même, parce que personne ne connaît ton projet ou ton petit bébé, là, mieux que toi. C'est toi qui l'as construit. Oui, exactement. Donc en soi... Je pense qu'avec le temps, c'est quelque chose qui se réjoue toujours, puisque de toute façon, avec les années, t'as toujours des gens qui vont te dire « mais ton travail est génial ». Et il y a un moment donné où tu l'intègres, de toute façon. Oui, voilà. Même si t'as pas l'impression de le faire, tu prends. Et à un moment donné, ça sort forcément. Oui, à un moment donné, ouais. Là, tu vois, je commence à me dire ça va, c'est peut-être pas trop mauvais ce que tu fais. Je commence à me le dire, mais ouais, donc après, tu vois, le fait de dépasser ce syndrome-là, ça aide aussi, mine de rien, tu vois, pour être sur Instagram, mettre des stories et tout. C'est clair. Parce que si tu restes trop là-dedans, du coup, après, t'oses pas, en fait, passer les étapes supérieures et t'oses pas, montrer ta tête et être là et te dire... c'est sûr. Voilà, regardez ce que je fais. C'est moi. Ouais, voilà. Quels sont les conseils que tu donnerais à des personnes qui voudraient se lancer en tant que photographe professionnel et qui justement savent pas trop comment faire, comment... Je pense que ça dépend de ce qu'on veut, de comment on veut organiser sa lancée. Est-ce qu'on est prêt à se lancer carrément, à quitter son boulot et à être à fond dedans? Je pense que c'est bien quand même, avant de vraiment se lancer et de quitter son boulot, c'est bien de tester, d'assurer ses arrières d'assurer un peu ses arrières, de voir si ça fonctionne, donc de se faire un portfolio et puis pour ça, franchement il faut pratiquer le plus possible. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller demander à ses amis, sa famille. Voilà, moi par exemple, je force ma petite sœur à faire des séances photo avec moi depuis qu'elle a 9 ans. Oh la pauvre. C'est mon esclave de photos. Gros bisous Lila. Petite sœur maltraitée. Ouais, voilà. Elle est sur le site de Dune d'ailleurs. Je l'ai emmenée jusque-là. Non, mais maintenant elle aime bien du coup. Oui, ça va, mais le fait de pratiquer le plus possible et en fait, de pratiquer avec des petits cobayes qu'on trouve dans son entourage, parce que ça permet de voir si on arrive à gérer une séance photo, arriver à s'organiser et tout. Et puis plus tu prends tes marques, plus tu arrives à t'organiser, plus tu seras prête ou prêt pour accueillir des vrais clients et tu vas y aller avec plus de confiance. Donc vraiment pratiquer à mort, mais après ne pas arriver au moment où tu commences vraiment à avoir une bonne qualité de photo, où tu commences vraiment à prendre confiance en toi et à faire du travail professionnel, et pour autant ne pas demander d'argent. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui restent un petit peu coincées dans cette phase où justement, avant de quitter ton boulot, etc., tu as commencé à faire plein de photos et puis finalement, ça commence à savoir que tu es photographe, que tu commences à faire de la photo. Il y a un tel qui te demande pour le mariage de ton cousin, ensuite machin chouette qui veut que tu fasses les photos pour sa boutique. Et puis finalement, le mot se passe. Et puis toi, par contre, tu n'as toujours pas mis en place vraiment le fait que tu étais photographe pro. Du coup, tu demandes pas de vrai prix, du coup, machin. Enfin, il faut
Faut savoir reconnaître qu'à un moment donné, il faut savoir demander de l'argent. À un moment donné, exactement. Faut reconnaître que tu es en train de faire un boulot qui est important, tu es en train de faire un boulot qui est bon, faut se le mettre dans le crâne aussi, et que du coup, tu as le droit de passer ce cap et de dire, bah ouais, maintenant, je fais payer mes séances, ça y est, je suis dedans, quoi. Donc, de passer cette phase-là, et puis, ben ouais, pratiquer à mort. En plus, tout le monde le dit, genre tous les photographes le disent. Et à chaque fois, j'ai toujours entendu ce conseil. Mais en fait, c'est vrai. Je l'ai vérifié par moi-même. C'est comme dans tout, je pense. Ouais. La pratique et l'entraînement, surtout, ça paye à un moment donné. Même si t'as pas l'impression que ça paye, ce sera toujours mieux. Exactement. Parce que la photo, c'est une question énormément de pratique. Parce que les appareils photo sont quand même des machines ultra complexes qu'il faut apprendre à maîtriser. Et voilà. C'est ce que j'allais dire. Une idée à vérifier ou déconstruire, je sais pas, est-ce qu'il faut vraiment un très très bon appareil photo pour se lancer ou pas? Je pense pas, parce que moi je l'ai fait avant finalement que j'ai mon appareil vraiment pro que j'ai maintenant, parce que le temps que j'amasse la somme... et puis ça coûte un prix assez conséquent quand même. Là, pour te donner une idée, l'appareil actuel que j'ai, donc l'objectif plus le boîtier, ça m'a coûté 4 500 €. Ah oui. Et avant que j'amasse 4 500 €, bien sûr. alors que je payais 1 000 € de loyer à Paris, et puis c'est surtout que, en fait, je me dis surtout pour les personnes qui aujourd'hui auraient envie de se lancer, si t'as juste envie de te lancer, tu sais pas ce que ça va donner. T'as pas cet argent à mettre en fait dans du matériel. Exactement, puis tu t'aperçois, enfin moi je me souviens qu'avant je regardais les autres photographes sur Instagram et tout, et je me disais mais ils ont tous un matos de folie quoi, mais où est-ce qu'ils ont trouvé tout ça? Mais moi pendant un bon moment j'ai pensé qu'en fait la photo c'était pour les riches, c'était pour les gens qui à 18 ans ont reçu un appareil photo de pro en cadeau par papy mamie parce qu'ils sont plein d'études, et qui du coup voilà et finalement un petit appareil à ne serait-ce que 500 €, qui est déjà une somme énorme pour beaucoup de gens. Mais voilà, si on arrive à avoir ne serait-ce que un appareil photo semi-pro, un petit réflexe sympa d'occasion, ça peut être un truc d'occasion, peu importe. Carrément. Mais en vrai, ça permet de faire un peu ses armes et de s'habituer à utiliser un réflexe, de s'habituer à la technique photographique et tout. Et puis, moi, par exemple, l'appareil que j'avais avant, j'étais chez Canon. Et c'était pas un truc de pro, n'empêche que c'était un réflexe et que j'avais tous les modes. Ça te permet quand même d'avoir une bonne J'avais base, tous les modes de prise de vue et ça m'a permis quand même de m'y habituer, apprendre à les gérer et tout, apprendre à gérer le mode manuel qui est hyper important. Et du coup, après, par la suite, quand je me suis retrouvée avec ma grosse bête, mon appareil de pro et tout, j'étais pas totalement perdue. Ça m'a permis, ça m'a beaucoup aidé quand même, quoi. Donc, il suffit pas d'avoir un gros appareil énorme de pro, parce qu'on peut très bien en avoir un, mais ne pas savoir s'en servir, ne pas avoir assez de pratique derrière pour pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Donc, l'appareil photo aide énormément, mais ne fait pas tout. Donc, si vous en avez pas, paniquez pas. Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Beaucoup de photos. Beaucoup de photos. C'est une bonne réponse. Ouais. Beaucoup de photos et... le fait d'ouvrir tu vois mes horizons un peu, c'est ce que là j'essaierai de faire. Et sur du plus long terme, t'as des idées un peu, ou l'entreprise vraiment administrative déjà? Ouais, déjà première étape. Mais ça va pas être du long terme, ça va être plutôt du court terme, parce que je vois bien que là ça va être indispensable. Donc ça va se faire prochainement. Et puis après, le long terme, je sais pas trop, je me mets pas trop de pression en vrai. Il faut pas. Hein. Ouais. Non, c'est plus la petite question finale de ce que tu sais vers où tu te diriges. J'attends de voir, mais bon, j'espère que ça prenne de l'ampleur, que je continue à faire comme ce que je fais actuellement, c'est-à-dire que ça me plaise, que je sois organisée comme je veux, que ça reste dans la même lignée, mais si un jour ça peut prendre le pas et que je puisse vivre uniquement de ça, ce serait super, mais voilà, on verra. Je touche du bois. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci. Et donc, si nos auditeurs veulent te soutenir, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Sur Instagram et Facebook, du coup. Et mes 2 pages s'appellent Rosie Photographie. Voilà, puis vous pourrez les retrouver dans la description du podcast. Donc, pour terminer, moi, j'ai 2 petites choses à te demander. Si tu avais une recommandation à faire, que ce soit un petit artisan que tu connais ou un projet local qui te tient à cœur, qu'est-ce que ce serait? Et qui est-ce que tu aimerais pouvoir écouter à ce micro?
Alors oui, ma recommandation, ce serait une marque de vêtements pour enfants. D'accord. Qui est très récente. C'est ma prof de danse qui l'a créée pendant le confinement, parce que forcément tous les cours de danse et de sport en général se sont arrêtés pendant le confinement, et même après, c'est resté fermé là la grande majorité de l'année. Et du coup, ma prof de danse, qui a toujours été couturière, qui a cousu des centaines et des centaines de costumes de danse magnifiques, s'est lancée là-dedans et a créé sa marque de vêtements pour enfants. Et c'est adorable ce qu'elle fait. La marque s'appelle Boudette. D'accord. Et du coup, vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le nom Boudette. Avec plaisir. Elle fait des envois dans toute la France. Donc, trop cool. Et ben on ira regarder ça. Ouais. Et donc la personne au micro. Et la personne que j'aimerais voir au micro, j'inviterais, s'il peut, Thibaut à venir. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps parce qu'on était au lycée ensemble. D'accord. Et Thibaut, cette année, a monté son école de musique. Oh, trop bien. Voilà, donc c'est près de chez moi, du coup. C'est en Ille-et-Vilaine, à Pleurtuis. D'accord. Donc c'est à 20 minutes de Saint-Malo, pour te situer, à peu près. Et l'école s'appelle Pop-Up et il va proposer des cours de guitare, de batterie, de basse, de beatmaking, de chant, du mixage, plein de choses. Très diversifié. Voilà, très diversifié. Et puis lui, il est sur une approche plus dans la pratique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément de cours de solfège hyper traditionnels. Il est à fond pour que les gens se retrouvent pour pratiquer, pour apprendre à jouer ensemble dans des groupes, faire de la performance, se retrouver sur scène... voilà, que ce soit vraiment centré sur la pratique, la musique. Trop bien. Et ouais, ça va être super cool. Il va proposer aussi des stages qu'il appelle la Rock Academy, qui fait déjà depuis plusieurs années, où en fait il invite plein de jeunes à se retrouver, et puis ils font des répétitions et des cours pendant une semaine, et puis à la fin de la semaine, à l'issue du stage, il présente un concert j'allais dire à l'Omnibus, mais non, c'est l'ancien nom pour les vieux qui nous écoutent, mais la Nouvelle Vague, la salle de spectacle à Saint-Malo. Et du coup, ouais, voilà, ils font un super concert à la fin du stage. Et en vrai, c'est quelqu'un de super passionné par la musique, donc du coup, je le recommande. Eh bien, avec grand plaisir, s'il peut être intéressé par passer devant ce micro, ça pourrait être très très intéressant. Carrément. Merci beaucoup, Rosanne. Merci à toi. C'était super. Puis surtout, merci de m'avoir donné de ton temps pour pouvoir discuter ensemble. Merci de m'avoir invitée aussi. C'est normal, ça m'a fait très plaisir. Puis surtout, merci de m'avoir fait confiance pour partager l'histoire et puis les valeurs de ton projet aussi. Bien évidemment, pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez retrouver dans la description tous les liens pour suivre et soutenir le projet de Rosanne, les projets dont on a parlé et puis le podcast. Merci. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire pour le soutenir. Je vous invite à aller suivre mes invités sur leurs réseaux sociaux pour leur donner encore plus de visibilité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 Ambitions. Et d'ici là, n'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Instagram où je vous donne régulièrement de petites exclus sur le podcast. Prenez soin de vous.